tout le monde entend bien. Bonjour. Donc je le redis, merci d'être venu assister et participer, j'espère, à cet atelier sur le thème fake news, climat et pandémie. Pour tout vous dire, le thème au départ c'était fake news et climat. On nous a rajouté et pandémie un peu sur le tard, ce qui du coup nous donne un sujet très très large. Alors je vous préviens d'emblée, on ne va pas pouvoir approfondir les deux. Donc on va rester quand même essentiellement sur fake news et climat et utiliser le sujet de la pandémie pour des parallèles entre les fake news sur le climat et la pandémie et la façon d'y répondre. On verra qu'il y a souvent des points communs. Je vais commencer évidemment par vous présenter nos deux intervenants et par excuser la troisième intervenante qui n'a pas pu être présente avec nous. Alors, sur votre droite, David Salas Imelia, je le refais correctement, pardon, David Salas Imelia, avec mes excuses, chercheur au Centre national de recherche météorologique, qui dépend à la fois du CNRS et de Météo France, et David est responsable du groupe de météorologie de grande échelle et climat. On s'arrête là, où on a aussi modélisation du système climatique global, variabilité du climat des régions polaires, j'en passe et des meilleurs. À sa droite, du coup, Yves Siama, vice-président de l'Association des journalistes scientifiques de la presse d'information et journaliste scientifique depuis 23 ans, mais aussi enseignant notamment à l'ESJ, que tout le monde connaît bien ici. Donc je vous ai déjà remercié d'être venu participer à cet atelier. On a un peu moins d'1h30 désormais. On va bien sûr commencer par laisser nos intervenants partager leur point de vue sur le sujet et ensuite je vous donnerai la parole pour des questions, poser des questions, donner votre avis, émettre une suggestion ou pousser un coup de gueule, que sais-je, ce sera selon vos envies. Donc j'ai déjà dit que sur le thème, on allait quand même se concentrer sur la partie climat. Mais on verra, comme je le disais, qu'il y a des similitudes. Alors on peut penser ici par exemple aux fake news qu'on pourrait qualifier d'énormes sur la réalité du phénomène, qu'il soit climatique ou épidémiologique. Mais aussi, et peut-être même surtout, hein, on y reviendra, aux informations trompeuses qui visent non pas à nier tel ou tel phénomène, mais à semer le doute sur la gravité réelle de la menace, sur l'efficacité des remèdes sociaux ou matériels proposés par les gouvernements, les entreprises. Donc là, on voit déjà qu'il y a pas mal de parallèles entre crise climatique et crise du Covid. Mais d'abord, qu'est-ce qu'une fake news en matière de climat ? Alors, on voulait préciser d'emblée qu'il ne faut pas confondre fake news en matière de climat avec climato-scepticisme, même si le second utilise évidemment les fake news pour arriver à ses fins. Sur cette liaison, on pourrait parler de liaison dangereuse entre le déni climatique et les fake news. Il y a un exemple fameux qu'on va prendre à 5 minutes pour évoquer, qui est celui du hiatus. Vous avez sans doute entendu parler de cette théorie du hiatus, selon laquelle il y avait eu un arrêt, un ralentissement, même un arrêt du réchauffement c'était à la fin des années 90. Alors on a un petit slide pour ça, si j'arrive à faire marcher l'écran. Oh, c'est magique, c'est comme à la télé. Eh ben non, ça ne marche pas. Évidemment, il faut, d'accord, faut s'employer, hein, visiblement. Alors, du coup, je cache tout. Donc là, on voit bien l'extrait la période temporelle qui avait été prise en compte pour ça d'une petite quinzaine d'années, où les points pouvaient donner le sentiment d'une tendance au ralentissement, voire à la stabilisation des températures. Mais déjà, à cette époque-là, quand la théorie commençait à être propagée, on pouvait déjà, en prenant un peu de recul temporel, se rendre compte, si j'y arrive, voilà, se rendre compte qu'en fait, on était sur vraiment un épisode où la variabilité naturelle en fait contrebalançait la tendance au réchauffement, mais en prenant ce recul, on pouvait quand même se douter qu'il s'agissait plutôt d'une forme d'anomalie, en tout cas du résultat de la variabilité. Et de fait, depuis, on voit bien que ce qui s'est passé prouve qu'il n'y a jamais eu de hiatus, mais c'est une théorie à laquelle il a fallu tordre le cou et ça a demandé pas mal d'énergie, hein, c'est moins qu'on puisse dire. Et ce qui est intéressant avec ce genre de théorie, c'est que même une fois qu'elles sont tuées scientifiquement, elles reviennent dans les conversations, sur les réseaux sociaux, un peu comme des zombies. Et donc il y a une espèce d'épuisement
à les tuer encore et toujours et à les voir revenir. Donc ça, on en parlera évidemment. Voilà, bah écoutez, je vais pas parler plus longtemps. Je vais donner la parole tout de suite à David pour avoir son point de vue sur les fake news climatiques, le hiatus et plein d'autres. David, c'est à vous. Merci Benjamin. Tu as très bien exposé le hiatus, hein, vraiment. Y a- alors c'est un exemple, hein, il y en a d'autres, hein, que vous connaissez certainement, enfin, des confusions qui sont un petit peu classiques, du type, voilà, la planète en a connu d'autres. Il a déjà fait 5 degrés, 10 degrés de plus qu'actuellement. Vous nous parlez de 1 degré jusqu'à présent de réchauffement, vous nous parlez éventuellement de 4 ou 5 degrés d'ici la fin du XXIe siècle. Alors pourquoi s'inquiéter? Bon, seulement là, il y a quand même un petit détail, c'est que les variations anciennes du climat ne se sont pas produites sur une période aussi courte. Hein, par exemple, les plus 10 degrés de certains climats très anciens, ce sont des choses qui se sont développées sur des centaines de millions d'années. Ce sont des variations qui sont lentes. Même l'alternance des périodes glaciaires et interglaciaires qu'on connaît depuis 1,5 million d'années, ça se produit sur des échelles de temps qui sont de l'ordre de 10 000 ans ou 100 000 ans. Donc c'est quand même finalement assez lent. Donc il faut vraiment toujours avoir ça à l'esprit. C'est-à-dire si quelqu'un vous dit un jour je double votre salaire, bon, voilà, c'est peut-être bien pour si c'est maintenant, mais si c'est, j'ai oublié de vous dire que c'est sur 40 ans, c'est dans 40 ans que votre salaire aura doublé, c'est pas la même chose. Donc la question d'échelle de temps va compter. Il y a ça, alors il y a d'autres confusions qui sont un peu classiques. Il y a par exemple météo et climat. Ça c'est classique aussi, vous n'arrivez pas à prévoir la météo à 3 jours. Pourquoi arrivez-vous à prévoir quel sera le climat dans 30 ans ou dans 100 ans? Classique aussi, hein, où typiquement Donald Trump qui nous dit Where is that good old climate change? Where is it so freezing now? Ça, à chaque fois qu'il y a une vague de froid, on entend ce genre de choses. On entend ce genre d'argument où on dit bah voilà, il fait froid, il n'y a pas de réchauffement climatique. Or, finalement, les climatologues n'ont jamais dit qu'il n'y aurait plus du tout de vagues de froid maintenant ou dans 10 ans ou dans 100 ans. Il y en aura toujours, mais elles seront sans doute moins fréquentes et aussi moins intenses. Mais on pourra encore être étonné dans 50 ans d'avoir du gel à Tours ou à Paris. Ça peut encore tout à fait arriver. Donc, il ne faut pas confondre les deux, même s'il y a une relation entre météo et climat. Le climat, en gros, on peut dire que c'est en quelque sorte, c'est une moyenne du temps qu'il fait. Bon, sur une période de référence qui est typiquement 20 ou 30 ans, ça dépend des conventions. C'est une distribution de température, c'est-à-dire qu'il y a une température moyenne, mais il peut y avoir des écarts par rapport à cette température-là. C'est normal qu'il fasse un peu plus froid certains jours que la normale, ou un peu plus chaud, ou beaucoup plus chaud aussi. Voilà. Alors, autre chose, finalement, il y a des nouveautés en sciences du climat. En fait, on continue à avancer. Vous avez vu le dernier rapport du GIEC qui est sorti en avril. Il devait sortir en avril, mais il est sorti en août, donc avec un peu de retard à cause de la pandémie. Par rapport à météo et climat, on essaye d'aller un petit peu plus loin qu'un discours classique de climatologue auquel les journalistes, vous en faisiez peut-être partie, posaient souvent la même question. Une question un peu classique, c'est à chaque fois qu'il y a un événement météo, on va demander aux climatologues, mais est-ce que cet événement est dû au changement climatique? Là, vous avez tous envie de la poser peut-être pour beaucoup d'événements. Et en fait, la réponse très frustrante qu'on faisait, traditionnelle, il y a 10-15 ans, c'était on ne peut pas juger euh, la cause finalement de cet événement sur... enfin, voilà, de cet événement particulier, on ne peut rien dire en fait sur un événement. En fait, il faut regarder plusieurs événements pour faire des statistiques et dire ils ont plus de chances d'être liés au changement climatique que pas liés au changement climatique. Bon, et après, vous faites ce que vous voulez de cette réponse, mais elle n'est pas très, finalement, elle est peut-être pas très compréhensible. Maintenant, ce qu'on fait, c'est que pour un événement particulier, on est capable de dire ben, la probabilité ou les chances que cet événement soit relié au changement climatique d'origine humaine, la probabilité est de 90%, 50%, presque 100%. On est capable maintenant de dire des choses avec le progrès des connaissances du style cette canicule en particulier, par exemple une canicule qui a eu lieu, une grosse vague de chaleur en juin 2020 en Sibérie, on a dit, et c'était assez rare, cet événement aurait été pratiquement impossible sans l'action humaine. Voilà, donc
des choses comme ça, on est capable de le faire, pas seulement sur les canicules, mais aussi sur des vagues de froid. On pourra y revenir éventuellement, voilà, sur des aspects comme le gel d'avril qui s'est produit, hein, qui a beaucoup étonné, ou encore les pluies en Allemagne au mois d'août. Voilà, donc possibilité pour un événement en particulier de dire quelque chose, en plus de la possibilité qu'on a déjà de dire on s'attend d'une manière générale à ce que le nombre de cyclones n'augmente pas forcément, mais qu'ils deviennent plus intenses. Ça, c'est un message récent du GIEC, un peu nouveau. On peut aussi avoir ce message sur un ensemble d'événements, sur des statistiques. David, peut-être préciser qu'on appelle ça l'attribution. Oui, alors ça, c'est dans notre jargon, on appelle ça l'attribution. Voilà, j'ai pas donné le mot, mais effectivement, si un chercheur vous dit ça, le mot c'est ça, c'est attribuer un événement ou une recrudescence d'événements ou une intensification en général d'événements au changement climatique. Voilà, donc on pourra passer à d'autres sujets peut-être un peu après, autour des fake news en général, mais voilà, je voulais faire un tout petit point climat, on pourra y revenir après si vous voulez sur les derniers messages du GIEC, etc. Ok, Yves, à vous. Bon, quelques mots pour lancer la discussion. Moi, j'ai fait la première une de Sciences et Vie sur le climat en 2003. Donc, j'ai vu ce débat se développer et il a quand même pas mal changé de nature. Je vois qu'il y a ici beaucoup de gens qui, en 2003, ne devaient pas beaucoup lire la presse. Et je suis content qu'il y ait plein de jeunes, mais au début, on avait vraiment des fake news sur le climat à répétition. Ça pleuvait. On nous disait qu'il n'y avait pas de réchauffement. On nous disait qu'il n'y avait pas de réchauffement, c'est-à-dire que les courbes que produisait le GIEC étaient fausses, que c'était en fait des défauts d'échantillonnage, comme il n'y avait pas de station météo au pôle, alors tout ce qu'on relevait ne valait rien, etc. Donc on nous disait qu'il n'y avait pas de réchauffement, on nous disait que c'était la faute du soleil, et c'était pas n'importe qui le disait, c'était le directeur de l'Institut de physique du globe de Paris, Vincent Courtillot, qui était un peu quelque chose comme la meilleure institution française du domaine, un peu comme l'IHU serait le meilleur institut d'infectiologie, et d'ailleurs il y a des analogies rigolotes à faire, ou alors c'était un ancien ministre de la Recherche comme Claude Allègre qui le disait. Donc c'était la faute du soleil, c'était la faute de la vapeur d'eau, c'était la faute des volcans. Donc on avait vraiment un champ scientifique qui était traversé par des fake news et qu'il fallait débunker dans nos supports, etc. Et ça ressemblait beaucoup plus finalement à l'ambiance qu'il y a eu sur le Covid au début, avec l'ivermectine et les patchs. Enfin, on a eu plein d'ovnis comme ça qui ont traversé le paysage et qu'il fallait démentir. J'aime pas ce terme de débunker. Finalement, aujourd'hui, on est dans une situation un peu différente parce que le climato-scepticisme est devenu non pas un climato-scepticisme explicite, il y a vraiment plus grand monde pour oser dire que le climat ne se réchauffe pas et que ce n'est pas la faute de l'homme. Là, on est dans une nouvelle situation où on a un espèce de climato-scepticisme de fait. C'est-à-dire qu'on dit qu'on croit au réchauffement climatique, mais en pratique, on se comporte comme s'il n'existait pas. Et si vous réfléchissez à ça, éclairé par la pandémie, imaginez quelqu'un qui dit oui, je crois dans le SARS-CoV-2, je crois au Covid, mais je ne me masque pas, je ne me vaccine pas, je ne prends aucune précaution, je vis exactement comme avant. Vous dites, non, cette personne n'y croit pas, ou alors il y a un problème. Et donc là, on est dans une société qui est en fait climato-sceptique, mais qui est climato-sceptique de fait. Et du coup, la forme des fake news, enfin des distorsions de vérité, est un peu originale et différente. C'est une espèce de silence devant l'inaction et de non-explicitation de où on en est.
Et donc, je regardais par exemple les Échos récemment et ils commentaient la loi climat et ils disaient ce texte est un tournant écologique, vante le gouvernement, alors que les ONG critiquent son manque d'ambition. Ok, factuellement c'est vrai, mais est-ce que le travail des journalistes, c'est pas de dire que ce texte est vide et qu'il est juste dans la lignée de l'inaction qu'on observe depuis 20 ans, qu'il ne modifiera en rien les courbes. Donc finalement, il n'y a pas de fake news absurde, quoi, comme on en voit avec le Covid, mais il y a une espèce de traitement par défaut où on laisse s'installer une atmosphère qui fondamentalement est mensongère, quoi. Donc le terme fake news exactement au sens strict ne s'applique pas, mais on est quand même dans une situation où la fausseté domine en quelque sorte. Elle domine le paysage social, mais aussi le paysage médiatique. Alors, bon, comment on en est arrivé là, je ne sais pas. Un autre truc que je voudrais souligner là-dessus, c'est le rôle des pages opinion et des éditoriaux plus généralement pour l'audiovisuel. Je discutais avec un collègue du Figaro. Vous avez vu, il y avait un article dans Arrêt sur Image qui avait étudié le traitement de Didier Raoult par le Figaro. Et donc il disait qu'il y avait eu quelque chose comme 400 occurrences de Didier Raoult dans les articles du Figaro sur toute la pandémie. Et en fait, les 30 qui étaient dans les pages sciences étaient irréprochables. C'est-à-dire qu'elles expliquaient toutes les réserves qu'il fallait avoir sur les positions scientifiques de Didier Raoult. Mais les 370 autres occurrences qui étaient ailleurs, dans les pages politiques ou dans les pages opinion, etc., elles étaient très très souvent attaquables, le présentaient comme un grand professeur, comme une autorité en la question, etc. Et donc vous avez ce truc où les pages opinion détruisent le travail des pages sciences. Et ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu sur le climat. Et c'est pareil, là, vous avez des pages sciences dans beaucoup de journaux qui sont juste sur le climat, qui expliquent où on en est et l'espèce d'urgence à faire des choses radicales. Mais elles sont détruites par le ronron général, en fait. Voilà. Donc, alors, je vais peut-être pas parler très très longuement, on va débattre de ça. Mais je voudrais juste dire qu'une des raisons de ça, et c'est peut-être même pas la principale, mais il y a un problème d'illettrisme scientifique de la machine médiatique. Voilà, je suis là en tant que vice-président de l'association des journalistes scientifiques, donc je tiens à cet aspect, enfin à ce que cet aspect des choses soit discuté. Il y a, pour des raisons sociologiques diverses, une situation où les gens qui dirigent les médias ont fait Sciences Po, histoire, économie, philo, et du coup ont vécu toute leur vie intellectuelle à l'écart des sciences, et du coup pensent que les sciences c'est ennuyeux, anxiogène et incompréhensible. Et du coup, on a beaucoup de mal dans la machine médiatique à faire rentrer des journalistes scientifiques. Et puis, on a beaucoup de mal, une fois qu'ils sont rentrés, à ce qu'ils aient la moindre influence par rapport aux journalistes politiques, aux journalistes économiques, etc., etc. Donc, nous, on a été contactés au moment de la pandémie, mon association, on a été contactés par une grande chaîne télé qui nous a dit, voilà, là, on n'a personne chez nous qui sait ce que c'est qu'un virus, est-ce que vous voulez bien nous former rapidement? Donc, on a répondu à ça. Mais en fait, c'est quelque chose d'assez marginal encore. Et je pense qu'au niveau des écoles et au niveau de la formation continue des journalistes, là, c'est vraiment important que les questions climatiques et de biodiversité soient enseignées en grand détail, parce que c'est le problème qui va dominer les 30 ou 40 années à venir. Donc, il faut y passer plusieurs heures par semaine pour comprendre le problème, l'amplitude, les répercussions, etc., etc. Donc voilà, et pour les gens qui sont déjà en rédaction, il faut qu'ils se forment. Il ne faut pas juste que... voilà, il faut qu'ils lisent les rapports du GIEC et puis il faut qu'ils se forment avec nous, avec les écoles, enfin avec je ne sais qui, mais
On ne peut pas juste continuer comme ça. Allez, je m'arrête là pour le moment. Mais j'ai une question immédiatement là-dessus sur votre anecdote de la séance de formation pour les équipes de cette chaîne d'infos en continu. Quel type de profil vous avez eu, in fine, parmi les participants? Ça, c'est un aspect amusant, c'est que donc, cette grande chaîne qui commence par un B et qui finit par un V, mais que je ne citerai pas, nous contacte et nous dit on veut former nos journalistes à la médecine. Et donc on y va en se disant mais enfin un grand média qui comprend qu'ils ont des vrais besoins, quoi. Et en fait, on n'avait que des gens du site internet. Et les gens qui étaient à l'antenne n'étaient pas là. Et donc c'est drôle parce que ça montre cette espèce de prise de conscience, mais y compris dans la machine médiatique, mais qui fait 20% du chemin. Le vrai problème, c'est les gens qui dirigent, les gens qui sont à l'antenne, les gens qui ont le pouvoir éditorial. C'est eux qui doivent faire une révolution intellectuelle et enfin se mettre à ces sciences du climat et de la biodiversité. Alors, on va en parler et voir comment est-ce qu'on pourrait accélérer cette révolution. On voit bien dans ce que nous ont dit nos deux intervenants qu'on a une forme d'extension du domaine de la fake news, si j'ose dire, dans le domaine climatique, où on était historiquement vraiment sur les aspects scientifiques et sur la négation du phénomène ou de ses causes. Aujourd'hui, on est passé sur, en fait, le fait de faire croire que le problème est géré. Alors qu'en réalité, on ne met pas en œuvre les actions qui seraient nécessaires, que la science nous dit qu'elles sont nécessaires. Par rapport à ça, je voulais revenir quand même d'abord sur les fake news entre guillemets à l'ancienne, vraiment sur la réalité du phénomène. Est-ce que, par exemple, l'attribution dont vous parliez tout à l'heure, David, est quelque chose qui permet de faire comprendre aux gens que oui, c'est réel? Est-ce que vous avez le sentiment que c'est utile et à quoi et comment? Oui, on a développé ces techniques d'attribution d'un événement météorologique ou climatique en particulier, justement pour répondre, je dirais, à des questions que les journalistes posent. En premier lieu, c'était la première motivation, donc des questions sans doute que la société se pose face à un événement météorologique. Donc on a fait ça, mais finalement, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette structure qui s'appelle le World Weather Attribution, WWA. Ils ont un site internet, et normalement, quand il y a des gros événements du style les pratiquement 50 degrés dans l'ouest de l'Amérique du Nord en juin, ça c'était un événement marquant qui nous a même marqué, nous les climatologues. Donc quand il y a un événement de ce style, ils font une étude sur l'événement particulier, et c'est des ressources qui sont vraiment super, notamment pour vous, mais donc même si finalement il faut être peut-être plutôt journaliste scientifique pour comprendre un peu le jargon, peut-être juste regarder les résumés de ce genre de choses. Donc c'est utile certainement, mais moi je dirais que avec le recul, après le traitement d'un certain nombre de canicules, le message est toujours le même. C'est-à-dire, oui, il est pratiquement certain que le changement climatique d'origine humaine a été une cause majeure du déclenchement et du développement de cet événement. Donc finalement, on se dit à quoi bon? On arrive quand même à quantifier, on arrive à dire un peu plus que ça, on arrive à dire cet événement, si c'était produit en 1900, aurait été 3 degrés plus froid, par exemple. On arrive à dire des choses comme ça, donc ça donne quelques chiffres, un peu de matière, mais le message fondamentalement est toujours le même. Et donc on peut se demander, est-ce que ça sert vraiment C'est le fameux train qui arrive à de l'heure. tourner toujours le même film pour avoir toujours le même C'est plus une information en fait. Voilà, On sait à l'avance que ça va. C'est moins l'information, mais quand même, une réflexion qu'on a eue entre scientifiques nous conduit à penser que, par exemple, pour des questions d'évaluation de dommages, de responsabilité face à une catastrophe météorologique ou climatique, ça peut être utile finalement de dire cet événement à 80% a dû être produit par le réchauffement climatique, mais on peut dire derrière c'est l'action humaine. Et donc du coup, ça peut avoir des implications sur le plan juridique, on peut l'imaginer. Sauf que ça ne s'est pas encore développé. Mais on s'attend à ce que possiblement dans les décennies à venir, ce soit le cas. Oui, on voit qu'il y a maintenant des études qui proposent un chiffrage en disant telle entreprise, au regard de ses émissions historiques, est responsable de
tant de centimètres de montée du niveau des mers, etc. Ça veut peut-être chercher un peu loin, et il y a sans doute beaucoup d'approximations, mais on se rapproche quand même d'une capacité à pointer du doigt des responsables et à rechercher donc et on a évidemment le grand problème, notamment dans tous les pays vulnérables, les plus vulnérables, et qui sont souvent des pays pauvres, de ce qu'on appelle les loss and damage, les pertes et dommages que eux voudraient que les pays riches pour lesquels ils voudraient être compensés. Et évidemment, il y a de très très gros blocages, notamment du côté américain, pour admettre ses responsabilités. Donc la science là-dessus peut nous aider. Yves, vous vouliez réagir? Ouais, je voudrais réagir à ce que disait David, qui est extrêmement intéressant. Mais en fait, vous voyez, là, on a une situation où les défauts des scientifiques entrent en synergie avec les défauts de notre profession à nous. C'est-à-dire que les scientifiques sont formés à la rigueur. Donc voilà, si une catastrophe météorologique ne peut être attribuée qu'à 85% au réchauffement climatique, ils vont faire les calculs et ils vont dire voilà, on est à 85%. Et en fait, depuis 10 ans, finalement, on est en train de resserrer le pourcentage de la force des affirmations avec lesquelles on peut attribuer tel événement au réchauffement climatique. Bon, mais en vrai, en termes simples, plus rien de ce qui se passe sur cette planète ne peut s'expliquer sans le réchauffement climatique. Je veux dire, le réchauffement climatique, il est là, et cette discussion sur des pourcentages d'attribution, c'est une discussion entre scientifiques, mais pour nous, les journalistes, on ne devrait pas passer du temps à dire voilà, les scientifiques ont découvert que c'est aux 3/4, on est presque sûr que c'est la faute du réchauffement. C'est la faute du réchauffement climatique, les amis. C'est comme ça, et ça fait des années que c'est comme ça. Donc, finalement, on a peur de dire les choses, quoi. On a peur de nous-mêmes dans la façon dont les médias abordent cette crise. Et bon, la seule chose qui a changé un petit peu positivement maintenant, je trouve, c'est que quand une fake news ressort, parce que moi j'ai encore eu un courrier de lecteur la semaine dernière qui me disait que c'était pas le CO2 mais que c'était la vapeur d'eau, maintenant on les ignore en fait. C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on ne peut pas vraiment faire avec le Covid. C'est-à-dire qu'avec le Covid, on est encore obligé, si tout le monde croit à l'ivermectine, eh ben, on est obligé de faire un dossier de 4 pages pour expliquer qu'en fait non, l'ivermectine ça marche pas, il y a plein de preuves. Mais en faisant ça, on crédibilise le truc. Quelque part, on remet une pièce dans la machine et les gens vont dire, s'ils ont mis 4 pages à expliquer que c'était pas vrai, c'est qu'il y a un débat en fait. Le débat continue, quoi. Donc on est un peu coincé par ça. On a les gens les plus extrémistes et les charlatans qui nous dictent un peu notre agenda avec le Covid. Bon, avec le climat, on est à peu près sorti de ça. Le type qui me dit c'est la vapeur d'eau, je vais juste pas traiter l'info et au moins on est débarrassé de ce problème-là. Donc on est sorti de la phase entre guillemets aiguë des fake news, mais on est toujours dans cette phase du fake traitement en quelque sorte. C'est plus des fake news, c'est un fake traitement où voilà, on accrédite de facto l'idée que le problème est géré alors qu'il n'est pas du tout géré. On est dans la phase exponentielle. Si on fait la comparaison avec le Covid, on est dans la phase où toutes les courbes montent, où les urgences se remplissent, sauf que là, les politiques ne font rien, les entreprises ne font rien, et voilà, et on attend. Et alors pourquoi? Vaste question, parce qu'on voit bien là qu'il y a un parallèle entre le même dilemme en fait pour les scientifiques et les journalistes, de dire est-ce qu'on passe notre temps, notre énergie à répondre à ces attaques, à ces mises en cause, à ces fake news incessantes. Alors ce qu'il faut dire là-dessus, et c'est des ressources qui sont très utiles pour les journalistes, l'idée n'est pas d'essayer de refaire la démonstration vous-même ou de rentrer dans la démonstration fallacieuse à laquelle vous êtes confronté sous forme d'une fake news. Il y a des sources pour ça. David citait notamment, quand on préparait cette discussion, Climate Skeptics, qui est un site qui reprend toutes les principales objections à la science du climat et qui répond de manière méthodique. Ça permet de gagner beaucoup de temps. Et il y a un site également qui s'appelle Climate Feedback, qui pour le coup intervient directement sur des articles de presse publiés
et qui les corrige carrément au stylo rouge en disant non, là, vous n'avez pas compris, c'est pas comme ça. Ça, c'est également très utile. Euh, il y a des sources qui permettent de d'accélérer le traitement et l'évitement, on va dire, de ces fake news qui sinon prendraient toute notre énergie, toute votre énergie. Ensuite, pour le deuxième type de fake news dont on parlait et qui est plus sur le fait de faire croire que oui, tout va bien, qu'on est en train de gérer le problème. Là, pour le coup, on a beaucoup plus de difficultés. Est-ce que vous avez des suggestions là-dessus, sur ce qui permettrait de tordre le cou à cette vision un peu angélique? Oui, on met en place, on fait des belles courbes, des beaux scénarios, on achète un peu de crédit de compensation et on se présente comme neutre en carbone pour une entreprise notamment. Oui, d'abord, vu que je vois que plusieurs pianotent sur leur smartphone, peut-être sans trouver, hein, mais je voudrais corriger quelque chose. Juste, hein, mais c'est moi au départ qui avais fait l'erreur. C'est Skeptical Science. Ah oui, d'accord. Voilà. Et donc, voilà, vous trouverez sans doute ce site. Alors, il y a 200, enfin 198 points, je crois. Vous verrez toutes les questions qui peuvent se poser. C'est le soleil, c'est arrivé avant, etc. Euh, vous avez le top 10 là qui est déjà peut-être qui regroupe quasiment 90% des questions les plus fréquemment posées, disons, qui pourraient éventuellement contrer la science du climat. Alors pour les aspects, voilà, les belles courbes et on va être neutre en carbone. Je n'ai pas forcément rentré dans ce débat de critique de telle ou telle structure ou même des politiques publiques. Moi, en tant que physicien, ce que je constate, c'est... moi, je regarde des émissions de carbone et on voit que ça continue à augmenter, malheureusement. C'est même un peu terrifiant dans la mesure où moi, j'ai commencé il y a à peu près 25 ans dans ce métier. À l'époque, on ne parlait pas de climat. Enfin, quand on voyait un article dans Science et Vie ou dans Le Monde, on se disait ah, t'as vu un article sur le climat où on entendait quelquefois un climatologue à la radio, on voyait à la télé, c'était vraiment exceptionnel. Donc on n'en parlait pas. Donc on ne parlait pas non plus d'efforts à faire pour le climat. Donc maintenant, tout le monde ne parle que de ça, mais les courbes augmentent plus vite. Les courbes d'émissions de dioxyde de carbone. Et moi, c'est ça finalement mon maître étalon. C'est-à-dire le résultat de toutes les actions, de toutes les paroles. En fait, on le voit dans l'évolution des courbes d'émissions de CO2 et évidemment tout ce que ça entraîne, les évolutions climatiques dont on pourrait parler longtemps. Donc ça augmente. L'an dernier, il y a eu un exercice en grandeur réelle qui était absolument incroyable. C'était une réduction brutale de 7% des émissions mondiales de CO2 à cause de la pandémie et des mesures liées à la pandémie, évidemment le confinement, la limitation du transport et beaucoup d'autres secteurs finalement qui ont conduit à cette réduction brutale, mais jamais vue en fait de 7%. Même pendant la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a jamais eu un tel changement. Bon, il y a eu un petit peu la crise des subprimes qui a fait un tout petit peu baisser la courbe. Et donc là, moins 7%. Et là encore, on retrouve un problème de culture scientifique parce que les gens vont s'imaginer, ils vont se dire, mais on a émis 7% de carbone en moins en 2020 par rapport à 2019, mais le climat devrait se refroidir. Mais pas du tout, parce qu'en fait, finalement, le réchauffement, le climat courant, c'est lié plutôt à la somme de tout ce qu'on a émis jusqu'à présent. Et donc finalement, baisser de 7% sur une année, c'est-à-dire passer de 40 millions pratiquement à 40 milliards de tonnes de CO2 émises par l'ensemble de l'humanité à quelque chose comme 38, baisser de 2 quand on a déjà émis 2000, ça ne va rien changer qu'on émette, qu'on ait émis 1998 ou 2000, enfin en gros 1 milliard de tonnes, ça ne va rien changer du tout pour le climat. Les scientifiques ont quand même voulu, finalement, au lieu de dire ça ne va rien changer parce que nous on sait, etc., ils ont quand même voulu, ils ont pris la peine de coordonner un exercice mondial de simulation climatique. C'est-à-dire, il y a plein de centres de climat qui ont des modèles de climat, dont Météo France, auquel j'appartiens. On fait cet exercice, donc on intègre le résultat de la pandémie, on baisse pour 2020 les émissions de 7%. Et bon, évidemment, nos modèles nous disent ça ne fait rien du tout. Le seul petit effet
qu'a pu avoir cette pandémie, c'est lié aux particules qu'on émet dans l'atmosphère. Parce qu'on émet des gaz à effet de serre, mais on émet aussi des particules qui ont tendance à refroidir légèrement le climat localement. Et quand on fait la moyenne des températures, ça a aussi une action globale, évidemment, hein, quand on fait la moyenne de refroidissement régionaux. Donc ce qu'on voit, c'est une toute petite baisse de température à certains endroits parce que les particules sont émises localement et en fait elles résident pas loin de là où elles ont été émises. Donc ça fait des petits endroits là où ça refroidit un peu plus que ce qu'on attendrait si on n'émettait pas de particules. Donc très localement, voilà, ça a un peu modifié le rayonnement solaire parce que ça fait un effet d'écran au rayonnement du soleil quand il y a de la pollution par particules. En plus évidemment de polluer l'atmosphère hein, avec des risques de santé à la clé. Donc ça a vraiment eu cette pandémie aucun effet. L'autre point, je dirais, enfin si je peux utiliser le terme un petit peu pédagogique, c'est que cette pandémie, cette baisse de 7% des émissions liées à la pandémie, c'est en gros ce qu'il faudrait faire tous les ans jusqu'en 2030 pour arriver aux objectifs climatiques habituels, enfin de 1,5 degré de réchauffement, de la COP21, etc. Et on voit à quel point, qu'est-ce que ça représentait, 7% de baisse. C'est-à-dire, il a fallu vraiment enfermer les gens quasiment, enfin, etc., pour arriver à ça. Et il aurait fallu faire la même chose. Il aurait fallu faire plus encore, 7% encore d'émissions en moins par rapport à 2020, et encore pareil en 2022, etc., jusqu'en 2030. Ça montre vraiment toute l'intensité de l'effort à mener jusqu'en 2030, en fait. On va laisser Yves réagir, ensuite on va commencer à prendre vos questions et vos remarques. Oui, donc je voulais juste, parce que tu avais prononcé le mot suggestion, je crois, en fait, ce que je pense, c'est que il faut que les médias travaillent ça, les ordres de grandeur, exactement ce que vient de dire David. Il nous faut un Covid par an jusqu'en 2030, vous vous rendez compte c'est ça l'ampleur des changements qu'on a à accomplir. Donc il faut expliquer ça, le développer et revenir dessus. C'est quelque chose de majeur. Et je pense qu'il faut déplacer la discussion maintenant sur les solutions. Et plus exactement, mettre sous le nez des gens des scénarios de solutions. Et il faut que la conversation change, en fait. Et il faudrait, et ça fera plein de conflits, de discuter des solutions. Mais ce sera des conflits sains, parce que c'est ça qu'il faut. Et les solutions, en fait, c'est très simple, c'est le rationnement. Donc il faut rationner le nombre de kilomètres auxquels on a droit, la quantité, le chauffage auquel on a droit, la superficie d'appartement auquel on a droit. Enfin, je veux dire. Alors après, comment on le rationne ? On a essayé de le rationner. Je veux dire, si on augmente l'essence, et c'est pour ça qu'on en parle. Par le marché. Par le marché. Et c'est pour ça que les politiques ne veulent pas agir, en fait. Parce que si on augmente l'essence, c'est tellement manifestement injuste que celui qui gagne 20 fois plus ce soit tellement indolore pour lui par rapport à celui qui gagne 20 fois moins, que celui qui gagne 20 fois moins se révolte. Et donc il occupe les ronds-points et il nous fait les gilets jaunes. Donc l'autre solution, c'est quoi ? C'est ceux qui consomment beaucoup, qui émettent beaucoup, qui prennent beaucoup l'avion, qui ont des grosses voitures, que ce soit eux qui fassent les efforts. Mais ça, c'est pas facile à dire pour des médias, etc., de grande écoute, qui, comme Chomsky le disait, appartiennent à la classe dirigeante. Donc voilà, on est coincé là-dedans. Mais en fait, il faut discuter précisément de ça. Comment est-ce qu'on tient des réductions d'émissions et donc voilà, comment est-ce qu'on peut faire des rationnements justes, comment est-ce qu'on peut garder un petit peu de liberté dans un contexte où il faut réduire, qui doit faire les sacrifices. La discussion, ça doit être ça maintenant. On voit bien qu'il y a une partie de l'obstacle, de la cause de l'inaction qui est liée à la structure des incitations, si on veut parler en termes économiques, au sens où l'homme politique n'a pas intérêt à mettre tout ça sur la table, sinon il a quand même très peu de chances d'être réélu. Et c'est à peu près la même chose, on l'a vu chez Danone récemment, pour un chef d'entreprise. S'il commence à vraiment vouloir prendre le sujet, je ne dis pas que c'était parfait, je ne suis pas en train d'émettre un jugement, mais enfin on voit bien que rapidement il y a eu une levée de bouclier et l'ancien monde s'est rebellé. On voit bien qu'il y a ces blocages-là, mais là on est vraiment dans les assises du journalisme. Donc je voudrais vous poser à tous la question et voir si vous avez des idées, des avis là-dessus. Quel rôle peuvent jouer les médias
pour petit à petit faire évoluer cette espèce de statu quo qui nous embarrasse pas mal. Est-ce qu'on a des suggestions, des idées? Alors attendez, on a un micro à chef. Hop. Super, si vous pouvez vous présenter très brièvement. Oui, bonjour, je m'appelle Lucille Vessier et je suis journaliste scientifique. Et du coup, cette histoire de fake traitement, ça m'a évoqué deux choses. Déjà, j'ai l'impression qu'un peu derrière, il y a une critique de l'immédiateté et de ne pas prendre assez de recul pour les journalistes. Et ça, c'est peut-être aussi une différence de culture entre les journalistes scientifiques et les autres, entre guillemets, mais aussi par la périodicité en fait, de publication. Les journalistes scientifiques publient beaucoup moins rapidement. Et donc voilà, donc ça c'était ma première remarque. Et la deuxième, c'était pour appuyer le traitement d'une loi, par exemple. Est-ce que les scientifiques ne pourraient pas essayer d'évaluer les effets de cette loi? C'est-à-dire, voilà, il y a la loi qui sort, un comité de scientifiques, alors qui auto-organisé ou désigné, je ne sais pas, enfin, mais qui évaluerait les effets de la loi et qui donnerait de la matière et des données factuelles aux journalistes pour pouvoir le traiter ensuite. Alors en effet, il y a une proposition d'évaluation climatique des lois qui a été déposée par des députés au moment de la discussion de la loi climat sous forme de PPL, de proposition de loi. Je ne vous cache pas qu'elle n'a pas rencontré un franc succès à l'Assemblée et que donc elle est repartie par la petite porte. Il y a eu aussi l'idée de demander que le HCC, le Haut Conseil pour le climat, soit chargé de ce type d'évaluation. Mais pour l'instant, la volonté politique n'est pas là. Disons-le clairement. Sur l'aspect des journalistes scientifiques, moi, c'est une question d'ailleurs que je voudrais poser à la salle. Et j'ai eu cette réflexion en écoutant hier Patrick Cohen de sa position confortable d'éditorialiste bien installé, assis dans des bons fauteuils en général. Je m'arrête là. Nous dire « Oh, mais vous savez, pour nous, c'est très difficile, cette info, c'est technique, nous, on n'est pas des scientifiques, on ne sait pas qui croire, etc. » J'avais envie de lui dire « Mais dans votre rédaction, il y a des journalistes, souvent les plus jeunes, qui sont aussi les plus concernés, qui, eux, se renseignent et qui atteignent des niveaux d'expertise qui sont souvent impressionnants très jeunes. Est-ce que vous avez le sentiment qu'au sein des rédactions, on communique assez et que les grands chefs à plumes, si j'ose dire, écoutent assez, ont assez confiance dans les plus jeunes qui, pour le coup, prennent, eux, le temps de lire les rapports, de parler avec les bons experts? Ah, on a une contribution énergique. Non, la réponse était non. Bonjour, Tiana Salès, je suis journaliste pigiste indépendante. Je sors actuellement du Master 2 Climat et Médias de l'ESJ Lille Paris-Saclay. Et justement, hier soir, j'avais une discussion avec Patrick Cohen au cocktail après la remise des prix, qui me disait « Non, mais vous savez, le traitement du climat, c'est surtout de la curiosité. Moi, la formation spécialisée des journalistes, oui, on en a dans nos rédactions pour tout ce qui est les pages scientifiques, enfin pour les rubriques scientifiques. Pour le reste, ce n'est que de la curiosité. » Et quelque part, moi, vraiment, les bras m'en tombaient, et ça rejoint ce que j'avais envie de dire juste avant. Je pense qu'il y a aussi, à travers les journalistes, il y a aussi un discours, un imaginaire de la société qu'on véhicule qui, de mon point de vue, amène à ce qu'aujourd'hui, ce qui fait rêver les gens, c'est d'avoir une grosse voiture, c'est d'avoir une grosse maison, d'être propriétaire, de voyager au bout du monde, d'aller passer Noël à Dubaï et puis l'été en Polynésie. Et c'est complètement détaché. Et je pense que le fait que les journalistes ne soient eux-mêmes pas forcément conscients de la mesure du problème, parce que c'est quelque chose qui leur paraît, le climat, c'est très très lointain, ça participe au fait que on se dit que oui, finalement c'est juste quelque chose de l'ordre de la culture générale qu'il faut vaguement prendre en compte, et puis de toute manière on aura des gens très bien formés qui feront ça dans leur coin. Et voilà, c'était
quelque chose qui, moi, m'a choquée, d'autant plus que dans les rédactions dans lesquelles j'ai postulé, je me suis entendue dire cet été « Ah, ah oui, vous avez fait un master sur le changement climatique, c'est quand même un peu spécialisé. » Une Yves. très grande rédaction française. Je ne dirai pas le nom du média, mais c'est une très très grande Vous rédaction pouvez, française. on est en Chatham House, comme on dit. Bon. Yves voulait réagir, je crois, et après Oui, bon, allez-y. Je vais dire juste un tout petit mot qui est que on ne peut pas me soupçonner de manque d'intérêt pour la formation pour le climat. J'ai participé au master dont vous venez. Mais je ne suis pas entièrement en désaccord avec Patrick Cohen sur ce qu'il vient de dire là. Simplement, je trouve que lui n'a pas la curiosité en fait. Et je trouve que Patrick Cohen a fait un super boulot sur le Covid, alors qu'il n'a pas fait de master Covid. Mais par contre, sur le climat, on va dans des terrains où ça le dérange. Parce que voilà, le climat, ça veut dire voyager moins, ça veut dire changer de vie, ça veut dire consommer moins, etc. Et peut-être que là, du coup, sa curiosité s'arrête. Enfin, c'est pas du tout pour attaquer Patrick Cohen, c'est juste pour expliquer ma pensée sur ce qui freine dans les médias, quoi. On est plus réticents à être donneur de leçons si les leçons s'appliquent à nous-mêmes, forcément. Pardon, allez-y. Oui, justement, transition avec ce que je voulais revenir sur ce que vous avez dit. Pardon, je suis Eric Meyer, rédacteur en chef de Géo. Il y a quand même un truc qui bug dans votre histoire, c'est l'histoire de OK, on fait pour résoudre le problème, il faut décroître, et le chiffre de 7%, alors certains disent 7, d'autres 4, etc. En gros, il faudrait se payer un Covid par an pendant 30 ans, et là on y arrive. C'est la suite du raisonnement que vous avez abordé tout à l'heure. En gros, il est basé sur le fait que la croissance économique, la croissance du PIB depuis de très très longues années est parfaitement corrélée à la croissance des émissions de gaz à effet de serre. C'est incontestable, on peut le démontrer. Sauf que c'est plus vrai. Depuis quelques années, il y a un machin qui s'appelle l'innovation technologique qui montre que dans certains pays, notamment les pays du Nord, on regarde ça beaucoup à Géo par exemple, même aux États-Unis, c'est aussi vrai partout en France, où on observe un commencement de décorrélation entre la croissance du PIB et la croissance des émissions à effet de serre. Ce n'est pas vrai en moyenne mondiale, mais c'est vrai dans certains pays. Donc le raisonnement qui consiste à dire il faut décroître pour résoudre le problème, il est à mon avis faux, parce que l'imagination humaine, la rupture technologique non prévue, elle va forcément amener des choses qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui dans cette salle et qui vont rebattre les cartes, comme elles l'ont toujours rebattu de toute éternité. Et donc, on va voyager moins, on machin. Non. Enfin, oui, on peut chacun faire des efforts pour ne pas faire des trucs débiles et aller en vélo, comme le disait quelqu'un hier, plutôt que d'aller en voiture pour faire 1 kilomètre. Je suis d'accord, mais philosophiquement, c'est pas possible de se mettre dans cet état d'esprit. Voilà ce que je voulais dire. Bon, je fous ma merde, mais... Yves voulait répondre, je pense. On peut passer du temps à en discuter. Moi, je pense que cette décorrélation est une fake news. Je pense qu'au fond, fondamentalement, à part vraiment à la marge, il n'y a pas de décorrélation. Je pense que la technologie ne nous sortira pas de là parce qu'on est dans le dur des lois de la physique. Et donc je pense qu'il faut sortir de l'imaginaire des années 70-80 et trouver une autre façon d'avoir des rêves et des ambitions que de continuer à voyager en avion. Et alors là-dedans, il y a par rapport à ça. Ouais. Ah, on a des. Ok, on reprend le micro. Je passe la parole après. Oui, bonjour. Moi, c'est Mélissande, jeune journaliste scientifique. Et je pense qu'aussi le problème du climat, c'est profondément un problème générationnel, en fait. On le voit entre le discours des jeunes et le discours des gens qui sont de l'autre génération. Et on voit bien que ce n'est pas du tout les mêmes solutions à apporter. Je trouve que la plupart des jeunes diplômés qui sont à l'université ont cette idée un petit peu de sobriété, de moins consommer. Il y a beaucoup cette solution-là qui vient chez les jeunes universitaires, en tout cas. Alors que c'est vrai que, par exemple, mes parents ou les gens d'une autre génération nous taxent en fait de pessimistes et nous disent « Ah, mais pourtant, il faut continuer à vivre et la technologie va nous aider ».
Mais en fait, voilà, c'est 2 visions différentes qui, je pense, sont dues aussi à comment on a été élevé, dans quel imaginaire on nous a élevés. Et je pense qu'il y a aussi une crise des imaginaires actuellement. C'est-à-dire qu'on nous vend un scénario ou 2, enfin, il y a très peu de solutions qui sont données. Et du coup, il y a aussi une rupture entre les générations, quoi. On n'arrive plus à discuter nécessairement. Et je trouve que c'est un gros problème. Et les gens à la tête des rédactions actuellement, ont peut-être pas les mêmes idées que les jeunes journalistes qui arrivent et qui ont peut-être d'autres solutions que la solution technologique. Oui, tout à fait. On voit qu'il y a vraiment une question de système de valeurs avec la façon dont on est capable d'accepter l'information scientifique factuelle sur le climat dépend du système de valeurs de tout un chacun. Sur la technologie, aujourd'hui, pour ce qu'on en sait, c'est largement une croyance, un acte de foi que de dire la technologie va permettre de répondre à la crise. Il n'y a aucun scénario du GIEC dans lequel des ruptures technologiques permettent d'éviter des changements très importants de mode de vie. Il n'y en a aucun. C'est simple. Personne n'a osé imaginer un scénario par lequel on réglerait tout par la technologie. Et parce que voilà, il faut également, pour certaines choses matérielles, consommer moins. Alors, dans la décroissance, il y a la question de qu'est-ce qui doit croître et qu'est-ce qui doit décroître. Le matériel va avoir besoin de décroître dans une large mesure, mais on peut imaginer un monde où on travaillerait moins, où on aurait plus de loisirs, où on aurait moins de déplacements à faire, on aurait moins de consommation matérielle, et on serait sans doute au moins aussi heureux. On serait en meilleure santé, mieux éduqué. On peut l'imaginer, ça. Alors, vous n'êtes pas d'accord? C'est à peu près ça. Mais c'est de 95 qu'il faut réduire, c'est pas de 40. Non, ça ne répond pas à la question. Personne n'a dit Burke, hein. Moi, j'apportais une information factuelle qu'il n'y a pas de scénario qui envisage ça. C'est factuel. Et vous m'avez l'air d'être un peu en train de nier ce fait. Donc la solution, c'est forcément chez les autres, parce que nous, on en a pratiquement de centrales à charbon. Donc la position, c'est de dire nous, qui sommes les gens qui avons le plus bénéficié historiquement de notre société, dont la richesse est entièrement fondée sur l'extraction des énergies fossiles et le fait d'avoir pollué l'atmosphère pratiquement jusqu'à la limite, puisque le budget carbone est quasiment terminé. Maintenant, on va dire aux Chinois et aux Indiens, oh bah vous avez plus droit au charbon, vous avez plus le droit de vous développer. Ils font quoi? D'accord. Dorothée. Ouais. Je te prête le mien. Dorothée Moisin, je suis journaliste indépendante sur les questions climatiques et environnementales. J'ai effectivement, moi aussi, fait le Master 2, la première promotion il y a 4 ans sur le climat, parce qu'à 42 ans, j'ai estimé, n'étant même plus jeune, qu'il était nécessaire de se former sur ces questions-là pour ne pas dire trop de bêtises, même si pendant 20 ans, j'ai travaillé à l'AFP. Et j'ai parlé de tout en me formant sur le tas, mais sur des questions compliquées. Sur le climat, je pense qu'il est effectivement essentiel de se former, sur les questions environnementales, mais précisément le climat. Je voudrais juste effectivement réagir, je vais juste enlever le masque pour que vous m'entendiez mieux, réagir sur ce qu'effectivement disait mon confrère de Géo. Moi, effectivement, ces remarques, je les entends beaucoup sur l'innovation technologique. Je suis tout à fait d'accord avec la réponse de Yves sur ces questions-là. Et il se trouve que moi, je travaille en ce moment sur les questions du plastique. C'est pas la question du climat, mais c'est les mêmes énergies fossiles, puisque le plastique, on est quand même sur du pétrole ou du gaz naturel, ou éventuellement du charbon en Chine. Et effectivement, c'est la réponse qu'on me donne régulièrement. L'innovation technologique, on va recycler le plastique à l'infini, etc. Ça n'existe pas. Ça fait 50 ans qu'on dit qu'on va
60 ans qu'on dit qu'on va recycler le plastique à l'infini. Ça n'existe toujours pas. Il y a des micro-tentatives et on n'y arrivera pas. Et en admettant qu'on y arrive, si jamais on avait cette innovation technologique que j'appelle de mes voeux, hein, moi je serais la première ravie, ce sera trop tard. On n'a plus le temps aujourd'hui. Donc cette innovation technologique, elle est marginale et elle ne permet pas de résoudre des problèmes qui sont d'une ampleur planétaire. Donc très clairement, et du coup je voulais, alors j'entends que ce que dit Yves est beaucoup moins sexy que de continuer à voyager en avion avec Patrick Cohen ou avec d'autres pour aller effectivement faire des reportages. Moi aussi j'adore, j'en fais beaucoup moins. Ça me peine un peu, mais c'est le prix que je paye de mon côté, même si c'est pas suffisant. Ma question, c'était par rapport à ce que tu as dit, Yves, sur le rationnement. Alors, c'est un mot qui fait peur. Moi, c'est la première fois que je l'entends dans le cadre du débat climatique, finalement. Et donc, la question que je voudrais vous poser, finalement, à tous les deux, David et Yves, Benjamin aussi, parce que tu connais aussi plein de choses sur la question. Donc, on pense tout de suite, oh là là, ça y est, on est revenu en URSS, mais du coup, du côté de certaines personnes qui avaient des visions un petit peu différentes. Et sur ce rationnement, est-ce qu'on a des études, des choses qui nous montrent, sans partir dans un monde de Big Brother ou autre, de revenir dans des choses qui ne sont pas possibles, où on ne va plus réussir à vivre, est-ce qu'il y a des études qui ont été faites disant que si au niveau mondial, selon les différents pays, etc., on arrivait à des rationnements, qui est un mot qui fait extrêmement peur, mais comme le disait il y a 2 jours Hugo Clément, on est effectivement dans une guerre écologique. Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites? Est-ce qu'il y a des choses qui commencent à sortir? Ou est-ce que ce sont des mots qui aujourd'hui sont encore extrêmement effrayants pour tout le monde? Ouais, c'est un mot que j'aime pas utiliser. Alors déjà, moi, je précise que moi, je suis climatologue. Après, les climatologues fournissent des objectifs. Ils disent des objectifs. Alors, déjà, je remonte encore un peu plus haut. Le GIEC ne va jamais dire « vous devez faire ça ». Le GIEC n'est pas prescriptif. Il est pertinent pour la décision politique, mais il n'est pas prescriptif. Il n'est pas là pour dire ce qu'il faut faire. Ce que fait le GIEC, c'est on lui pose une question, par exemple, suite à la COP21, la question qui lui a été posée, l'objectif de 1,5 degré sur lequel on s'est mis d'accord, est-ce que c'est faisable d'un point de vue de trajectoire d'émissions de gaz à effet de serre, quels sont les impacts, etc. Et à ce moment-là, le GIEC répond. Le GIEC a fait en 2018 un rapport qui s'appelle le rapport 1,5 degré. Et là, vraiment, je voudrais tendre le cou à une idée qui est le fait que le climat, la biodiversité, tout ça, c'est compliqué, c'est bien gentil, mais c'est de la culture, etc. Ce que vous disiez tout à l'heure, l'intervenante de tout à l'heure. Parce que ce rapport 1,5 degré, alors là j'ai le titre, hein, en fait, il est très compliqué le titre. Hein. C'est un rapport 1,5 degré de réchauffement au-dessus du niveau pré-industriel et et trajectoire d'émissions de gaz à effet de serre. Le titre n'est pas fini. Dans le contexte du renforcement de la réponse globale à la menace du changement climatique, le développement durable et les efforts pour éradiquer la pauvreté. Donc ça montre bien en fait que par ce titre, que le climat n'est pas quelque chose de décorrélé finalement de la société. C'est vraiment, tout ça est un tout. Et dire je ne m'intéresse pas au climat, en gros, finalement, quand on y réfléchit bien, quand on lit le rapport du GIEC, ça veut dire qu'on ne s'intéresse pas à l'éradication de la pauvreté. Donc, ce qui est quand même un petit peu problématique. Maintenant, pour revenir un petit peu plus à la question, voilà, moi, encore une fois, je suis scientifique. Je vais pas parler de rationnement. Tout ce que dit le GIEC, c'est vous voulez l'objectif 1,5 degré ou 2 degrés, les émissions de CO2 doivent être 0 en 2050. Voilà. Alors après, on demande au GIEC, oui, mais encore, est-ce que vous pouvez nous dire comment faire, etc. Et le GIEC commence à décliner ça. Après, voilà, en termes d'agriculture, d'impact sur les transports, décarbonisation, électrification, etc. Enfin, tout ça, mais toujours d'un point de vue scientifique. Après, ce qu'il faut faire vraiment, c'est pas aux scientifiques de le dire, c'est une question politique, dont les politiques, évidemment, eux-mêmes et les citoyens doivent s'emparer, de façon à savoir si, comme ça a été dit, il faut rationner, il faut limiter, il faut taxer, etc. Mais ce sont de vraies questions politiques. Après, moi, je respecte tous les points de vue, enfin, y compris le point de vue du monsieur de la rédaction de Géo. C'est une discussion politique. Je pense que c'est un débat. C'est un débat qui est sain. L'essentiel, c'est que tout le monde soit d'accord sur l'objectif.
mais on peut différer, et c'est vraiment de la politique, sur les moyens d'y arriver. Mais tant que tout le monde adhère à cet objectif global d'émissions à zéro, après il y en a qui peuvent dire, ben voilà, faut plutôt électrifier, mais pas trop taxer les gens, enfin voilà, pas trop les faire souffrir, etc. Mais alors, est-ce que c'est pas là qu'on revient sur des formes de fake news quand on met en avant des solutions qui, en réalité, peuvent pas passer à l'échelle ou entraînent des conséquences secondaires, comme par exemple le fait de vouloir retirer du carbone de l'atmosphère en faisant pousser des plantes qu'ensuite on va brûler en captant le carbone. On sait que ça demanderait des volumes de terre qu'on peut pas se permettre du point de vue alimentaire. Il y a, on n'est pas là en fait sur les fake news les plus dangereuses. L'aspect dimensionnement qui a été soulevé déjà plusieurs fois est extrêmement important, hein, c'est-à-dire voilà, les belles paroles, entre guillemets, dire voilà, j'ai pris telle mesure et la question est réglée, ou alors j'ai créé une commission, la question est réglée, bon, c'est sûr, ce sont des choses sur lesquelles il ne faut pas continuer. Par rapport à la question du stockage de carbone, je précise que les émissions à zéro en 2050, enfin, le GIEC n'est pas complètement fou non plus, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de ne plus se déplacer, de ne plus manger, zéro émission, ce n'est pas possible, on le sait. Il y aura toujours des émissions de dioxyde de carbone, mais zéro, ce sont des émissions nettes. Ça veut dire que tout ce qu'on émet, le peu qu'on continuera à émettre, parce qu'il faudra émettre moins quand même par rapport à actuellement, hein, devra être compensé, c'est-à-dire qu'il faudra absorber la même quantité par divers procédés, notamment effectivement par faire pousser des arbres, etc. Sur des terres dégradées, par exemple, ce sont des choses qui sont à l'étude, mais qui posent des problèmes organisationnels extrêmement compliqués, aussi des problèmes de ressources en eau, par exemple. Effectivement, il faut bien arroser, il faut éventuellement fertiliser. Les engrais, ça peut faire des gaz à effet de serre, aggraver le problème, etc. Mais on est sur des questions là qui dépassent du coup un petit peu les climatologues. C'est-à-dire, nous, on peut alerter de façon très macro sur ces sujets. Après, c'est à des praticiens, à des spécialistes de terrain de s'emparer de ça pour arriver aux objectifs, qui nous disent ben voilà, ça ne va pas le faire en termes d'objectifs, ou alors oui, on peut faire ça ou pas, etc. Yves, vous voulez réagir sur le rationnement en particulier ou plus largement Plus largement, mais non, mais je vais répondre aux deux en fait. On est tous d'accord que la société doit faire sa transition écologique. Tout le monde le dit jusqu'au sommet de l'État. Moi, je dis qu'il faut que les médias commencent par faire leur transition écologique. Et c'est une sacrée transition, parce que là, on est toujours sur la trajectoire d'avant. Donc réfléchissons, nous les médias, comment est-ce qu'on fait cette vraie révolution intérieure pour rester en phase avec notre époque. Et donc ça, c'est... Bon, y a tout un programme à définir. Ce que je voudrais dire d'essentiel, c'est qu'il faut qu'on bouge la norme. Regardez ce qu'a fait... regardez comment l'extrême droite est traitée dans les médias français depuis 10 ans. Regardez le travail qu'a fait Éric Zemmour. Il a rendu mainstream des idées qui semblaient démentes il y a 10-15 ans. Rendez-vous compte, on retrouve sur des plateaux aux heures de grande écoute quelqu'un qui dit qu'il faut renvoyer 6 millions de Français de l'autre côté de la Méditerranée dans des pays qui ne connaissent pas. C'est dément. En fait, nous, on doit organiser... C'est autre chose qui doit devenir la norme. C'est-à-dire que là, on est dans une situation où Greta Thunberg dit des choses beaucoup plus justes scientifiquement que Bruno Le Maire. C'est pas de notre faute, c'est comme ça. Mais quand nous, on traite l'information, eh ben, on a toute cette déférence et cette vis-à-vis de Bruno Le Maire et tout c'est peut-être pas forcément du mépris, mais cette espèce de paternalisme vis-à-vis de cette gamine activiste, blabla. Mais désolé, la science est claire et c'est elle qui a raison en fait. Donc là, il y a un changement de norme qui doit s'opérer rapidement. Et c'est vrai que les médias, normalement, ça sert à informer, ça sert à plein de choses, mais ça sert aussi, comme disent les anglo-saxons, keep the power accountable, demander des comptes au pouvoir sur ce qu'il fait. Et je pense que sur ce terrain-là, on a notre transition à faire, nous. À ce titre-là, on espère, nous qui travaillons dans le climat, que pendant la campagne présidentielle, les journalistes poseront de bonnes questions sur le climat aux candidats, et notamment comment est-ce qu'ils comptent faire vraiment
pour atteindre les objectifs. Il ne suffit pas de dire on va faire l'avion hydrogène. Comment est-ce que l'ensemble du système, l'équation est bouclée pour vraiment atteindre les objectifs? Et ce n'est pas un sujet qui sera évacué en 5 minutes à la fin des débats. Si c'est traité comme ça, on peut y passer 1h30 et 2 heures facilement. Il y a beaucoup de choses à dire et il y aura encore des choses à dire à la fin. Est-ce qu'on a d'autres questions? Bonjour, je m'appelle Mélissa, je suis étudiante en journalisme. J'ai 2 petites questions. La première question, c'était pour revenir sur la question d'assimilation. Vous avez dit par exemple que quand il y avait des événements, maintenant on pouvait savoir assez rapidement s'ils étaient probablement liés au réchauffement climatique ou non, et que c'était un peu et que les médias des fois se cachaient derrière cette probabilité. Par exemple, vous avez donné un exemple avec 85%, en disant les médias vont titrer il y avait cet événement est peut-être lié au réchauffement climatique à 85%, plutôt que de dire cet événement est lié au réchauffement climatique. Mais si on titre ainsi, cet événement est lié au réchauffement climatique, alors que les scientifiques nous ont dit seulement à 85%, on en est sûr, est-ce que c'est pas aussi laisser après d'autres personnes nous dire ah bah non, les médias vous racontaient n'importe quoi puisque c'était seulement 85% et il y a 15%, on n'en sait rien. Voilà. Alors, c'est pas tout à fait ça, c'est pas une probabilité que ce soit lié ou pas lié, c'est plutôt une contribution du changement climatique à l'intensité ou à la fréquence des phénomènes. Mais là, je vais quand même laisser parler David, c'est quand même plus raisonnable. Oui, alors c'est sûr que nous, en tant que scientifiques, on aimerait bien que les choses soient retranscrites de façon exacte, c'est-à-dire on est sûr à 85% que l'événement est lié au changement climatique, mais la plupart des journalistes ne vont pas aimer ça, ils vont dire mais c'est pas vendeur votre truc. Oui ou non, quoi, en fait. Et donc ce qu'on va répondre plutôt, c'est qu'on est presque certain que c'est attribuable au réchauffement climatique. Et ça passe, c'est compréhensible, c'est-à-dire il y a quand même, d'un point de vue scientifique, c'est correct. Quand on dit pratiquement certain, ça n'exclut pas que voilà, en fait, une partie ne soit pas attribuable. Mais en même temps, le message tel qu'il va être reçu par les populations est correct aussi. C'est-à-dire que les gens, normalement, vont retenir que c'est le climat. Et je pense que c'est ça l'essentiel. Non, mais si quelqu'un fume 3 paquets par jour et attrape un cancer du poumon, je pense qu'on est fondé, en tant que journaliste, à dire que le tabac lui a donné le cancer du poumon. En vrai, statistiquement, il y a des gens qui vont fumer 3 paquets par jour et qui n'auront pas le cancer du poumon, et donc ça fait que le truc est à 85%. Mais il y a plein de choses dans notre traitement où on fait un raccourci parce qu'on veut être compris, on veut être lisible, et c'est acceptable. C'est pas du militantisme, c'est juste... ça fait partie de notre travail de mettre les choses dans des mots que les gens peuvent comprendre. Et je pense que là, il faut arrêter de dire que c'est presque sûr ou que c'est presque attribuable. Je pense qu'on ne rend pas service aux gens. Dorothée. Ouais. Voilà, alors on peut parler du climat de manière générale, et puis après, pardon, je suis Élise Descamps, je suis pigiste à Metz. Bon, je suis aussi militante syndicale, mais c'est pas pour ça que je pose cette question. J'ai fait une pige il n'y a pas longtemps qu'on m'a commandée, où il fallait que j'établisse que je parle du traitement de la nature en ville, dans ma ville. Donc j'ai interrogé les élus, des structures de ma ville, etc. Et j'aurais voulu avoir un regard scientifique pour savoir, dans les mesures qui sont prises, qu'est-ce qui est bon, pourquoi. Est-ce que ça, c'est bon pour la biodiversité? Est-ce que ça, c'est bon pour le climat? Enfin, ne pas tout mélanger et savoir, dans les mesures qui sont prises par la municipalité, qu'est-ce qui pèse dans quoi. J'ai cherché en vain un scientifique ou une scientifique qui pourrait analyser cette politique municipale. Bon, j'ai pas eu non plus énormément de temps, j'ai pas passé 15 coups de fil non plus, mais j'ai dû en passer 4 à des personnes que je pensais bien ciblées, qui pourraient m'orienter vers la bonne personne. J'ai eu des scientifiques qui m'ont dit moi je connais bien ce sujet, mais pas spécialement dans cette ville. Voilà, on revient à la rigueur du scientifique qui veut pas se prononcer sur quelque chose qu'il maîtrise pas parfaitement.
Et j'ai pas trouvé la personne qui pouvait m'apporter un regard critique. Et moi, en face de moi, j'avais des élus ou même du personnel municipal, des services, même bien formés certainement, mais qui me disaient on a fait ça, c'est bon pour le climat. Moi, j'en sais rien si c'est bon pour le climat. Je suis généraliste, j'en sais rien du tout. Est-ce que c'est bon pour le climat ou est-ce que juste ça verdit les rues? Ce qui est très bien aussi, on a besoin de rues agréables à vivre. Voilà, c'est pas parce qu'il y a des arbres que c'est bon pour le climat. Enfin, je ne sais pas. Bref, à qui on peut s'adresser, à qui nous, journalistes locaux, on peut s'adresser quand on veut aussi un acteur local, parce que j'imagine que pour est-ce que je m'adresse à une institution nationale pour avoir un regard sur une politique locale? Est-ce que je m'adresse à un scientifique local pour avoir un regard sur la politique locale? À qui je m'adresse? Voilà. Et d'abord, est-ce que c'est le rôle des scientifiques de se prononcer sur l'efficacité des politiques publiques, surtout ex ante? Ouais, c'est une très belle question. Je vais essayer de ne pas faire une réponse trop longue. Alors, des noms, j'en ai. Les pauvres collègues, hein, je vais les dénoncer, mais il ne faudra pas tous leur tomber dessus. Mais alors, en fait, la difficulté qu'on a, nous, en tout cas, à Météo France, au Centre national de recherche météorologique, on a une équipe qui travaille sur la ville, et en particulier sur les mesures d'adaptation possibles ou d'atténuation, hein, c'est-à-dire réduire les émissions des villes. Et ils regardent aussi l'effet que ça peut avoir sur des choses comme l'îlot de chaleur urbain, c'est-à-dire le surcroît de température, hein, la nuit qui est observé dans les villes par rapport à la campagne environnante. Voilà. Par contre, ils font des études en général qui sont quand même un peu générales, c'est-à-dire qu'ils ils ont une carte de France, ils traitent finalement les différentes villes, ils regardent les îlots de chaleur urbain qui peuvent se développer même dans des petites villes finalement, hein, de quelques centaines d'habitants seulement en fait, hein, voilà, sur le cœur du village, il peut y avoir cet effet-là. Par contre, ce qu'ils ne peuvent pas faire, c'est aller étudier très spécifiquement ce que ça ferait de mettre des arbres dans telle artère de Metz ou de Nancy, etc., ou de Tours. Ça, c'est pas possible parce qu'on parle de 4 ou 5 personnes au total. Donc ils font déjà des études générales, des villes, mais qui ne peuvent pas s'occuper de chaque cas. Alors par contre, là où ça peut quand même éclairer la décision, c'est qu'ils produisent de la littérature scientifique. Ils ont étudié certaines villes, notamment des grandes villes comme Toulouse ou Paris, où ils ont fait des simulations. Alors on a des modèles de villes en fait, hein, qui représentent spécifiquement le climat quasiment rue par rue en fait des villes, en fonction du bâti, en fonction de la nature des chaussées, des bâtiments, s'il y a des parcs publics, etc. Et ce qu'ils font aussi, vu qu'ils ont un modèle qui fonctionne très bien, ils s'intéressent à ce que vous dites, c'est-à-dire ils disent et si on arrosait les chaussées quand il fait très chaud, et si on plantait des arbres partout où on peut en planter, etc., etc. Et ils arrivent avec des conclusions. Ça donne quand même quelques messages. Par exemple, à Paris, si on combine à la fois l'arrosage des chaussées, si on essaie d'éclaircir autant que possible les toits, c'est-à-dire faire des toits plutôt réfléchissants, plutôt blancs, ou utiliser des matériaux de construction plutôt réfléchissants, si on a des chaussées plus claires, voilà, et donc si on plante des arbres aussi partout, on s'aperçoit qu'on peut diminuer la température nocturne quand il y a des vagues de chaleur très fortes d'environ 2 degrés. Bon, encore faut-il que la population ne s'équipe pas massivement de climatiseurs pour contrer ces nuits très chaudes, parce que sinon ça annule les mesures qui ont été prises. C'est également plus de degrés s'il y a des rejets massifs liés aux climatiseurs. Voilà. Alors maintenant, le scientifique doit-il contribuer à la décision publique ou en tout cas éclairer la décision publique? Moi, je réponds sans hésiter oui. Même c'est dans le mandat de Météo France. C'est-à-dire qu'on est un peu particulier finalement. On est un centre de recherche académique, pas Météo France, hein, le Centre national de recherche météorologique, affilié au CNRS, etc. Mais on a quand même dans notre ADN une finalisation un tout petit peu plus poussée de nos travaux scientifiques. Et donc, ce qu'on essaye de faire au maximum, c'est de se rapprocher notamment d'organismes régionaux. Il y en a qui fleurissent un peu partout dans le pays. Vous avez peut-être entendu parler, par exemple, d'Acclimatera en Nouvelle-Aquitaine, qui est justement là pour ça, pour faire le lien entre des scientifiques et des acteurs de la décision.
Et donc voilà, essayer de faire que les décisions aient du sens et si possible que les décisions soient évaluées d'un point de vue carbone, etc. Donc on est là pour ça. En Occitanie, moi je suis un des 3 copilotes de ce qu'on appelle le RECO, qui est une structure, un organisme frontière sciences-décision également. Il y en a aussi en région sud, PACA, Auvergne-Rhône-Alpes. Il y en a un qui commence à se développer en Île-de-France. Un peu partout, il y en a. Et c'est justement pour répondre à ça, parce qu'on est bien conscient qu'on ne peut pas demander aux décideurs de lire les rapports du GIEC et encore moins la littérature scientifique spécialisée pour prendre une décision. Et en même temps, on ne peut pas aller au chevet de chaque collectivité locale. Oui. Mais alors justement, là, il y a un besoin, c'est ce que disait Valérie Masson-Delmotte hier, que les journalistes aussi eux-mêmes montent en compétences, pas systématiquement besoin qu'un scientifique les prenne par la main pour. Et par exemple, sur le grand sujet en ce moment, la grande tarte à la crème des plans de neutralité carbone, où chaque entreprise nous explique que ça y est, elle a réglé le problème, elle va être neutre en carbone en 2030, 2040, 2050. Là, pour le coup, il y a... sur le marché, entre guillemets, enfin on trouve sur Internet des espèces de checklists de quelles sont les questions à se poser pour prendre du recul par rapport à ça, quelle est la part de la compensation versus les vraies réductions d'émissions. C'est juste un exemple, il y a une série de questions comme ça. Donc il y a aussi une possibilité pour les journalistes de s'auto-former. Et sur ces sujets-là, notamment pour la presse économique, ça va devenir essentiel, parce que sinon vous allez vous faire balader jusqu'en 2050 et ça ne va pas le finir, je vous le dis tout de suite. Yves, vous voulez réagir? Alors, et après, on a une question au 30 fond de la secondes, salle. juste un truc tout bête, pratique. On a des grandes institutions de recherche en France qui ont des services de presse. Et appeler le service de presse du CNRS, de Météo France, de l'INRAE, c'est juste un petit truc. Et puis des fois, on va mal tomber. On va tomber sur un attaché de presse débordé qui ne va pas gérer. Mais il y a des bons attachés de presse et c'est super important. Moi, je dis toujours qu'un journaliste, c'est pas un attaché de presse, mais on a besoin de bons attachés de presse qui comprennent les papiers qu'on veut faire et il y en a. Et des fois, ça peut régler le problème que tu soulèves. Et pareil pour le HCC aussi, où du coup, quand il y a des demandes de médias, il contacte l'ensemble des membres. Question au fond. Oui, Au Conseil pour le climat, HCC. Voilà, donc, au Conseil pour le climat, pardon. Pour moi, c'est... Donc Didier Desormeaux, j'étais en charge de la formation des journalistes du groupe France Télévisions jusqu'à 18 mois. Et on a créé une université interne pour justement faire monter en compétence. Ça rejoint tout ce qui a été dit et toutes les critiques sur le service public et les médias en général, mainstream. Et juste pour contribuer et donner... maintenant, j'ai un petit peu de recul, je suis journaliste indépendant, mais effectivement, quand j'entends tout ce qui se dit, et je vois qu'il y a beaucoup de journalistes indépendants aujourd'hui qui prennent en charge toute cette problématique, et je comprends mieux ce qui s'est passé, nous, dans les difficultés en interne d'arriver à faire progresser les choses, puisque, en fait, quand on a créé l'université, il y a une dizaine d'années, interne, à l'image du BBC College en Angleterre, enfin au Royaume-Uni. Et le premier front, c'était finalement les directions de l'information, on va dire. Enfin, pour parler global, c'était d'arriver à convaincre la direction de l'information qu'il fallait absolument faire un travail de fond sur la montée en compétences et les savoirs des journalistes. On s'est rendu compte, et je me suis rendu compte, mais je ne suis pas le seul, que petit à petit, il y avait un deuxième front qui s'ouvrait, c'était celui des ressources humaines. Et ça, certains, ceux qui sortent des écoles de journalisme connaissent bien la problématique quand ils partent en stage. Il y a effectivement, alors ce n'est pas un obstacle, mais c'est une difficulté supplémentaire, puisqu'il faut arriver à convaincre des services qui sont les relais des services financiers, budgétaires, etc. Et que faire partir en stage à une époque de tension, où quand même à France Télévisions, il y a un plan de départ de 2000 personnes en 2 ans, ce qui est quand même énorme, même s'il y a 1000 jeunes embauchés, ça déséquilibre beaucoup. Il y a une urgence d'adaptation technologique qui a un peu emporté toutes les problématiques qui étaient liées à des problématiques de contenu, de fond. Et ça, c'était une véritable... c'est une question qu'il faut intégrer. Et la deuxième remarque, c'est par rapport au management. Autant j'ai remarqué que les jeunes, on va dire les jeunes entrants dans la profession, sont très demandeurs de formation. Paradoxalement, on va dire, bah oui, mais ils ont des masters, ils ont bac plus 3, 4, 5, alors qu'avant, c'était plutôt 1, 2 maximum. Donc, et là, il y a une véritable demande, mais il y a un malentendu avec le management qui, lui, progresse à un rythme de progression de carrière, on va dire, donc qui est plus âgé et qui se sent très déstabilisé. Alors déjà déstabilisé par les nouvelles technologies, ce qui est déjà compliqué avec le numérique,
Et en plus de ça, maintenant, déstabilisés par rapport à des problématiques de contenu. Parce que quand ils voient des jeunes qui ont des masters spécialisés en journalisme, je sais pas, écologique, etc., ben, ils sont très mal à l'aise pour piloter les rédactions. Surtout qu'ils ont des contraintes par ailleurs. Donc c'était juste pour dire que les choses évoluent. Hein. Quand même, on a la chance d'avoir une université interne dans un groupe qui est important, parce que c'est quand même c'est des dizaines de milliers de jours stagiaires, mais c'est des tensions permanentes pour arriver à vaincre ces obstacles. Donc, qui seront vaincus un jour. Il faut rester optimiste. Hein. Voilà. Non, mais c'est sûr que merci beaucoup pour ce témoignage super intéressant. C'est sûr que l'état économique des médias en fait complique beaucoup cette transition nécessaire parce que tout est tellement tendu, parce que c'est difficile de spécialiser des gens. Je suis vraiment d'accord avec ça. Et il y aurait besoin en fait d'aide aux médias plus importante. Si on veut qu'ils fassent la transition, il faut les aider à faire la transition, c'est sûr. Il nous reste à peine, il nous reste 5 bonnes minutes. Est-ce qu'on a encore des questions, des idées, des suggestions, des points de vue qui veulent s'exprimer dans la salle? Sinon, je vais donner la parole à nos... Ah, oui, 2. On commence par... Tu as déjà parlé. Bonjour, je suis Loïc Bourreux, je suis graphiste. J'ai pas grand-chose à voir avec le journalisme en direct, mais en fait, je m'aperçois que très souvent, les illustrations utilisées pour des articles ou pour des couvertures de magazines sont, on peut le dire, climato-sceptiques. Quand on utilise une image de gens au bord de la plage pour illustrer un article parlant du réchauffement, c'est plutôt enviable en fait. Sur une vague de chaleur qui fait des morts, etc. Oui. Voilà, donc il y avait ça, et puis il y a une autre chose, mais je me tire une balle dans le pied, mais pour moi la publicité, ça devrait être ou interdit, ou on devrait y mettre des petites notions de, comment on dit, des pictogrammes, des petits pictogrammes, comme on met sur les aliments en fait. Parce que c'est pareil, c'est enviable d'acheter un SUV quand on voit qu'on peut se garer au bord de la plage. Je ne sais plus qui a dit que la publicité était une industrie plus dangereuse pour le climat que l'industrie pétrolière, en fait. Mais je pense que... Et là, pour les médias, c'est un gros problème, effectivement. Il y a un problème avec la publicité. Dorothée. C'était juste du coup pour boucler sur les fake news, parce que c'est une petite question que j'avais au début et du coup ça va te permettre de conclure sur la fake news. C'est tout simplement, je voulais savoir, je pense David, Yves, vous n'avez sûrement pas la même réponse. Dans votre carrière, chacun ou de physicien et de journaliste scientifique, notamment sur le climat, la fake news liée au climat qui vous a été la plus difficile à combattre finalement, à renverser, parce qu'il y en a qui finalement, les fake news de climat de Donald Trump, c'est plutôt facile, mais sur d'autres, celles qui ont été peut-être les plus surprenantes ou les plus difficiles à renverser, moi ça m'intéresserait de le savoir. Oui, c'est pas évident comme question. Alors déjà, je suis pas forcément tellement en pro fake news. Hein. Bon, je les vois passer, mais elles sont classiques en fait. Elles se retrouvent dans la liste de Skeptical Science, donc c'est un peu toujours les mêmes. Mais non, je dirais ce qui est plus compliqué encore, c'est sur le terrain scientifique. Par exemple, comment dire, il y a des chercheurs qui ont été nommés déjà, mais qui essayaient de publier dans des revues scientifiques. Parce que, comme vous les journalistes, hein, j'ai entendu beaucoup parler hier quand j'étais présent en fin de journée, mais de rigueur, d'exigence. On a les mêmes mots en fait côté scientifique. Et bon, j'ajouterais aussi côté scientifique qu'il est important de prendre le temps finalement de développer notre science pour avoir des choses solides. Et donc, tout ça chez nous, c'est particulier, mais ça passe par de la publication d'articles qui est expertisée par des spécialistes. Il y a une discussion scientifique, on dit non, ça c'est faux, etc. On réfute telle ou telle partie. Après, il y a un retour du scientifique ou des scientifiques qui ont écrit l'article, et à la fin, on se met d'accord, on dit voilà, c'est bon pour nous. Alors, les scientifiques, dont certains qui ont développé beaucoup de fake news, sont allés sur ce terrain-là pour essayer d'avoir cette légitimité. Hein, donc, ils ont quand même réussi à publier quelques articles dans des revues un petit peu de second ordre, avec peut-être des réviseurs
qui connaissait un petit peu arrangeant. C'est-à-dire que le processus n'est pas parfait non plus, malheureusement, le choix des gens qui vont expertiser. Et là, c'est devenu difficile parce qu'ils ont réussi à sortir des courbes, par exemple, des données de stations météo, en disant, voilà, je crois que c'était une station météo à Bologne, qui montre qu'en fait, au 19e siècle, il faisait plus chaud qu'actuellement. Et là, ça devient un peu plus subtil. En fait, en tant que scientifique, la question qu'on doit toujours se poser, même sur son propre travail, la première question, c'est est-ce que je raconte des bêtises ou pas? Ce résultat est étonnant, il est incroyable, mais on commence par se critiquer soi-même pour essayer d'être inattaquable et de produire de la bonne science. Et là, ils n'ont pas fait attention. On leur a fait remarquer que la station météo, elle avait changé 3 fois d'endroit. Elle était partie d'endroits où il faisait plus chaud que la station où elle a été bougée, l'endroit où elle était bougée après. Bon, c'est peut-être du détail, mais c'est des détails qui comptent, quoi. Si la station au départ était un endroit où il fait 1 degré plus chaud en moyenne, c'est normal que finalement au 19e siècle, là où elle était, qu'on ait des températures chaudes et qu'on ait l'impression après qu'il y a une courbe en cloche, que ça descend, que ça remonte, mais qu'il n'y a pas de réchauffement. Il faut regarder ça de près, il faut un travail de bénédictin. Et là, ça devient compliqué. Il faut faire même un travail journalistique qu'on fait quelquefois, je dirais un petit peu, enquêter sur l'endroit où était la station météo pour voir si elle n'est pas suspecte de rupture de façon de mesurer et de biais divers. Et donc voilà, on avait une publication comme ça. Et en face, on nous avait dit ah non, mais nous, on ne remet pas en cause le travail des gens qui ont mesuré. Petite pirouette quand même, mais c'est un peu gênant si la station a bougé d'endroit, quoi. Donc ça, c'est vraiment subtil, c'est vraiment compliqué. Et on a beaucoup débattu avec eux. Bon, après la publication, on n'a pas été retenu par le GIEC, parce que c'était pas sérieux. Enfin, voilà. Le GIEC est quand même un filtre encore supérieur, un tamis par lequel passe en plus la littérature scientifique. Sinon, sur le terrain public, non, enfin, je dirais, il y a eu d'excellentes objections. C'est arrivé que des climato-sceptiques nous fassent de bonnes objections. Il faut le dire, mais c'était plutôt au début. C'était plutôt là, dans les années 90, où ils disaient, mais ce qui est mesuré par satellite n'est pas cohérent avec ce qui est mesuré par les stations in situ sur le sol, au sol. Et ça a été discuté. Et les spécialistes de satellite s'est aperçus que oui, en effet, il y avait une petite erreur de trajectoire du satellite. Ils ont corrigé. Et après, ils ont dit, oui, ça y est, maintenant c'est bon. Mais il n'y a pas de problème finalement pour la communauté scientifique à être critiquée, à revenir en arrière, à dire on s'est trompé. Si quelqu'un qui se trompe jamais, je dirais c'est pas possible. On est tous humains et c'est quand même un bon filtre pour repérer quelqu'un qui raconte des bêtises. Merci David. On est arrivé à l'heure. Je vais quand même laisser un mot de conclusion à Yves. Pour moi, la fake news la plus difficile, et elle est toujours là, c'est l'idée que la technologie va nous sortir du problème. C'est super compliqué. Non mais, et je tiens à remercier mon collègue d'avoir soulevé ce problème, parce que c'est très compliqué de démentir ça. Parce que, par construction presque, parce qu'en fait, c'est l'idée qu'on ne sait pas. On ne sait pas ce qui va se passer demain, et donc comment est-ce qu'on peut être sûr que ça ne va pas nous sauver? Et tu as raison, oui. Non, mais... Non, mais j'ai compris que c'était significatif, je suis d'accord. Même pas 100%, même 50%. Mais on a déjà une électricité bas carbone, c'est pas avec ça qu'on va réduire nos émissions. Okay. C'est pas le nucléaire qui va nous permettre en France de réduire nos émissions, puisque elles sont... Oui, non, mais nous aussi, en France, on a besoin de réduire. Oui, mais je voudrais quand même dire pour tout le monde qu'il y a des raisons énergétiques de penser, des raisons physiques en fait, et de concentration de l'énergie que les physiciens connaissent, mais que c'est compliqué d'expliquer, de résumer, etc., pour lesquels on aura vraiment... Moi, je ne vois pas d'autres sources d'énergie comparables aux combustibles fossiles qui soient capables de concentrer, de stocker aussi efficacement l'énergie. Quand même, on sait un petit peu ce qu'il y a comme énergie sur le marché. Et donc, on va avoir que des énergies moins concentrées à se mettre sous la dent si on fait abstraction des fossiles. Et du coup, ça nous limite. Et le nucléaire ne
ne pourra pas faire tourner les voitures comme ça, etc. Et puis on tombe sur des problèmes de ressources. Bref, moi je pense que ça c'est une fake news, mais elle est très difficile à débunker. Mince, j'ai dit débunker. C'est pas grave, tu termines sur un mot en anglais, c'est pas grave, tu vas t'en vouloir toute la journée. Non, mais, merci beaucoup, merci à tous, et notamment à David et à Yves. Et on espère que tout ça aura été un petit peu utile. Et enfin, si vous voulez leur parler, courez-leur après, c'est le moment.